à tous, je m'appelle Noëlla Kokora, j'ai 21 ans et si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela 6 ans. J'ai pris la décision de faire cette vidéo pour réussir à sensibiliser plus de personnes, pour essayer de donner du courage à des femmes ou des jeunes filles qui ont été victimes de la même chose que moi mais qui n'ont pas forcément eu le courage d'en parler. Donc voilà, il y a 6 ans j'ai été victime d'un viol par un garçon qui se faisait appeler Sergent. Donc c'était son surnom car il appartenait à un groupe de garçons qui s'appelait la Candy Shop. Je pense que pour certaines personnes vous devez connaître. Donc ça s'est passé le 3 février 2010. J'avais 15 ans. Et voilà. Si 6 ans auparavant on m'aurait dit que Noëlla un jour il t'arriverait ça, j'aurais dit non, c'est pas possible. C'est le genre de choses qu'on voit dans New York Unité Spéciale, dans les reportages. Mais on se dit pas que c'est quelque chose qui pourra nous arriver à nous en fait. C'est comme gagner à l'euro million. On se dit mais non, ça arrive qu'aux autres et un jour ça t'arrive à toi. Bah là c'est pareil. Je me dis mais non, enfin je pourrais pas me faire violer, enfin je sais pas. Sinon je me disais bah si le jour où ça m'arrive, je vais me débattre, la personne je vais la frapper, enfin voilà. On s'imagine plein de scénarios dans notre tête qui font qu'au final le jour où on se retrouve dans cette situation, on perd tous nos moyens. On perd vraiment tous nos moyens. Peu importe le caractère qu'on a, peu importe la force mentale qu'on pense avoir, on perd tous nos moyens. Parce que c'est pas une situation à laquelle on est préparé, c'est pas une situation qu'on devrait vivre en fait dans une vie. Donc ça s'est passé, comme je vous ai dit, le 3 février 2010. J'étais avec une copine à moi et je l'avais accompagnée voir son mec. On devait se rejoindre à comment ça s'appelle, à Marca des Poissonniers. Et quand on est arrivé là-bas, il a demandé à ce qu'on l'accompagne chez lui. Enfin, chez lui, je mets des guillemets. Pour récupérer quelque chose vite fait. Donc on l'a accompagné, c'était à Max Dormois. Et donc on sort du métro, on commence à marcher, c'était à 2 minutes du métro. Et on arrive devant l'entrée en fait de l'immeuble. Au premier abord, ça avait l'air d'être quelque chose, enfin un immeuble standard, basique, parisien. Et en rentrant, on s'est rendu compte qu'en fait c'était comme un squat en fait. C'était insalubre. Il y avait des squatteurs dans l'escalier. Enfin voilà, c'était bizarre. Donc on est monté et en montant on a aperçu 2 mecs, si je me rappelle bien, qui descendaient avec 3 meufs. Et le copain de ma pote leur avait parlé. Enfin il avait parlé avec eux vite fait. Et donc ensuite on est monté. Et de là en fait déjà, bon c'était bizarre. C'était bizarre mais sur le coup je me suis pas dit rentre chez toi. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer. Je me suis pas imaginé qu'il allait se passer ce qui s'est passé par la suite. Donc après ça, voilà, on était dans l'appartement et donc il y avait moi, ma copine, et à l'intérieur il y avait déjà 3 autres mecs. Donc il y en avait un qui s'appelait donc Sergent, un autre, j'ai complètement oublié son prénom, un tismé long de taille comme ça, et un autre en Renoir qui se faisait appeler Desta, si je dis pas de bêtises. Et lui en fait ce qui m'a marqué entre guillemets chez lui, c'est qu'il avait une balafre, il avait la joue balafrée. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, donc c'est vrai que ça m'a marqué. Et donc voilà, il y avait le copain de ma pote. Donc dans l'appartement il n'y avait pas de télé. Pas de télé, il y avait juste
un poste iPod, là, vous voyez les petits postes où on dépose l'iPod et voilà, la musique sur les enceintes, il y avait ça. Et donc voilà, on est arrivé, il y avait un canapé, des chaises, on s'est assises et ils ont parlé avec nous. Ils avaient vraiment, enfin au début ils avaient l'argent de chez, c'était normal. Et voilà, donc on est resté peut-être 10-20 minutes, je sais plus. Et moi je devais partir en fait. Je devais partir, je devais rentrer. Et donc de là, j'ai dit à ma copine, j'ai dit ouais, on y va et tout. Et son mec il commençait à parler chinois, genre ouais non, reste un peu, non, non, non. Et donc moi vu qu'elle était avec son mec, je me suis dit bon c'est pas grave, voilà, j'allais rentrer quoi. Et donc quand je me suis apprêtée à partir, je me suis dirigée vers la porte et le mec qui avait la balafre s'est mis en fait devant la porte d'entrée. Il s'est mis devant la porte d'entrée, il m'a dit ouais, en gros tu sors pas. Je dis mais si moi faut que je rentre chez moi et tout, voilà quoi. De base je suis juste venue l'accompagner, maintenant elle avait resté tout ça, y a pas de soucis, mais moi faut que je rentre. Et il insistait, il me disait non tu vas nulle part et tout. Et il commençait à être un peu menaçant. Il me disait oui, genre si tu forces à partir, je vais te faire la même balafre que j'ai. Et il avait un couteau en fait quand il a dit ça. Et à ce moment-là, il m'a dit ouais, si tu veux partir, genre il y a mon pote, le sergent, qui veut te voir, on va le voir et après je te laisse partir. Et j'ai dit ok. Il était dans la chambre et tout, je suis partie. Et quand je suis rentrée dans la chambre, en fait, il a bloqué la porte de la chambre, il s'est mis le doigt à la porte. Et il commençait à me parler, oui, est-ce que t'es un mec, des trucs comme ça et tout. Et à l'époque, j'avais quelqu'un, donc je lui ai dit oui, j'ai quelqu'un et tout, non, non, non. Et voilà. Et il m'a dit, ouais, si tu veux partir, ben fais-moi un bisou. J'ai dit non, je vais pas te faire de bizarre que je viens de te dire que j'ai un mec. Il me dit non, mais. Enfin, il forçait, je lui dis non. Il me dit, bah vas-y, un bisou sur la joue. Je vais faire un bisou sur la joue, il a tourné sa tête. Et de là, en fait, c'est parti, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Il m'a attrapée et je me suis retrouvée sur le lit. C'était même pas un matelas. Je me suis retrouvée sur le matelas. Et en fait, avec une main, il tenait mes mains et il était sur moi en fait. Donc j'étais bloquée parce qu'il était plus lourd que moi. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais tétanisée en fait. Limite, j'arrivais pas à bouger. Je lui disais juste arrête, arrête. Je pleurais, j'avais des larmes, enfin mes larmes coulaient, je lui disais arrête, s'il te plaît, arrête. Je lui disais arrête, s'il te plaît, arrête. Et non, il arrêtait pas, il continuait. Et pendant qu'il me violait, voilà, il y a des mecs qui rentraient dans la chambre, qui me voyaient pleurer, qui rigolaient. Ils étaient là, ils regardaient. Limite, ils se checkaient. Enfin, pour eux, c'était un spectacle, quoi. J'étais là, je pleurais et moi, ils rentraient dans la chambre, je regardais tous. Je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et ce qui a fait qu'il est arrêté, c'est qu'à un moment, ma copine est rentrée dans la chambre. Elle m'a vu pleurer, elle a dit qu'est-ce qu'il y a. Et à ce moment-là, il s'est arrêté. Et j'ai pas réfléchi en fait. J'ai pris mes affaires, j'ai remis mon pantalon et je suis partie. Je suis partie sans la calculer, sans calculer personne. Je suis juste partie, je voulais rentrer chez ma mère. Et voilà. Je suis rentrée. J'en ai parlé à personne, j'ai juste pris une douche. J'ai pris une douche. Je me sentais sale. Je me sentais souillée. C'était limite en fait. J'étais pas sûre de ce qui m'était arrivé en fait. C'était comme si
j'avais fait un cauchemar, mais je sais que ça s'est passé, enfin je sais pas comment vous expliquer. Et donc après ça, le lendemain j'ai appelé ma copine du coup parce que j'avais pas de nouvelles rien et je l'ai laissé comme ça en fait. Je l'ai laissé comme ça, je suis partie. Et j'ai appris qu'elle aussi elle s'était fait violer, mais que ça avait été un viol collectif, qu'ils étaient plusieurs à l'avoir violée. Et je me suis sentie encore plus coupable parce que je me suis dit que c'était de ma faute parce que je l'aurais pas laissée pour partir. Elle aurait pas été toute seule en fait à traverser ça. Et je me sentais fautive parce que je me disais que oui, je me suis fait violer, mais moi il était tout seul. Or qu'elles étaient plusieurs. Et moi tout ce que j'ai su faire c'est prendre mes affaires et partir comme une lâche et la laisser. Donc c'est comme si je l'avais abandonnée, comme si voilà, c'était moi qui leur avait permis de pouvoir lui faire ça. Après ça n'a pas été facile parce que on a fait le choix de ne pas en parler. On voulait garder ça pour nous. C'était dur. Et un jour, je m'étais fait mêler à la Gare du Nord par un groupe de filles. Et de là, en fait, je me suis retrouvée aux urgences à Robert Ballanger. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est une infirmière qui m'a reçue. Et je sais pas, j'étais en larmes, je me suis mise à pleurer et je vais tout raconter. C'était la seule personne en dehors de ma copine à qui j'avais raconté mon viol. Et je sais pas si c'était sur le coup parce que voilà, il y avait les coups qu'on m'avait portés, il y avait la fatigue, c'était un surplus en fait et je pense que j'ai craqué donc j'ai vu une personne qui avait l'air d'être à l'écoute et j'ai évité ce que j'avais sur le cœur en pensant que elle allait garder ça pour elle parce que je me suis dit oui, le secret médical, blablabla. En fait non, j'étais carrément à côté de la plaque parce que le lendemain j'ai un pédopsychiatre qui est venu dans ma chambre, qui m'a posé des questions par rapport à ça. Et voilà. C'est là en fait que tout a commencé, que vraiment tout a commencé, toute la procédure. Parce que en gros, le pédopsychiatre m'avait dit que c'était soit je le disais à mes parents pour que je puisse sortir et que j'entame les démarches nécessaires, soit je restais encore à l'hôpital et voilà. Donc après ça, j'étais obligée de le dire à mes parents. Il avait fait une réunion avec mes parents. Et c'était dur. Parce que, voilà, les Africains, on les connaît. C'est pas vraiment la même mentalité, c'est pas la même culture. L'éducation, elle est souvent plus dure. Et c'est vrai que quand j'ai dit à mes parents, la première réaction de mon père, ça a été assez violent. Il m'a dit que j'étais une pute, que c'était de ma faute si je m'étais fait violer. Pourquoi je me suis retrouvée là-bas. Ensuite, sa deuxième réaction, c'était le déni en fait. Il y croyait pas, il disait non, c'est pas possible, ma fille. Non. Et en fait, la troisième, la colère. Il voulait l'adresse, il voulait un nom. Il voulait aller tout de suite là-bas, régler ses comptes. Enfin, voilà. Je pense que vous voyez un petit peu le scénario. Alors que ma mère, elle était plus posée. Elle a été quand même une épaule sur laquelle j'ai pu me poser ce jour-là. Elle n'a pas apporté de jugement, elle n'a pas réagi au quart de tour comme mon père. Elle était vraiment plus posée face à ça. Et ce jour-là, comme par hasard, ma copine était venue me voir à l'hôpital. Ce qui fait qu'elle est tombée nez à nez avec mon père. Et il lui a dit des choses blessantes, que c'était une pute, que c'était à cause d'elle, que sa fille s'était fait violer. Enfin bref, je vous épargne les détails. Et donc voilà, ça a été le début de tout et ça a vraiment pas été facile.
Après ça, j'ai dû aller à la brigade des mineurs de Créteil avec ma mère. Et la première fois, j'ai été auditionnée par un homme. Et je voulais tout arrêter. Parce que, premièrement, j'étais jeune. Deuxièmement, parler de ça avec un homme, ça me mettait mal à l'aise. J'avais pas forcément envie d'en parler. Et surtout, quand à côté de ça, la personne que vous avez en face de vous, limite, vous traite de menteuse. Clairement, il me traitait de menteuse. Pourquoi? Parce que je voulais pas rentrer dans les détails. Je voulais pas expliquer que oui, que cette personne m'a pénétré alors que je le voulais pas. Je voulais pas expliquer que oui, je pleurais, que les gens rentraient. Enfin, j'y arrivais pas. C'est le fait de revivre ça, de le raconter, je me ressentais encore plus sale. Je me sentais fautive en fait. Parce que je me disais, mais en fait, mais là, c'est peut-être de ta faute ce qui s'est passé. C'est de ta faute. Qui t'a envoyé là-bas? Qui. Voilà. Pour moi, c'était de ma faute. C'était clairement de ma faute. Et donc, de là, j'ai demandé à ma mère qu'on rentre. Je voulais tout arrêter. Elle m'a soutenue. Puis par la suite, j'ai été recontactée par la brigade des mineurs de Châtelet, où là, mon dossier a été repris par une femme. Elle a suivi mon dossier et avec elle, ça s'est très bien passé. J'ai pu en parler, j'ai pu faire les auditions normalement. J'ai pu expliquer ce qui s'était passé. J'ai pu, voilà. J'ai pu faire tout ça. Ça n'a pas été facile. À plusieurs reprises, j'ai baissé les bras. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Il y a eu plein de choses qu'on fait en fait que j'ai vraiment perdu les pédales à cette période de ma vie. J'enchaînais les conneries sur conneries, les tentatives sur tentatives. Je prenais des médicaments dans les vapes pour aller mieux. Je me disais qu'en fait, la douleur que je ressentais au fond de moi, personne ne la ressentait. Donc personne ne pouvait comprendre ce que j'avais. J'ai vu des psychologues. J'ai été suivie. Voilà. Mais ça n'a rien changé, j'arrivais pas. Il y avait toujours cette part de moi en fait qui me détestait, qui me disait mais c'est ta faute. J'arrivais pas à passer outre ça. Mais malgré tout, j'ai continué ma vie. J'ai essayé d'avancer, de faire des projets, de mûrir, de gagner en maturité. J'ai écrit. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écrire. Et c'est vrai que ça, j'arrivais pas forcément à le retranscrire par la parole comme je le fais actuellement. Donc je le transcrivais par des mots. J'écrivais. Et du coup, j'ai écrit un petit truc qui s'appelle Laissez-moi vous raconter, où justement je reviens sur ce qui s'est passé, sur ce qui m'est arrivé. Et en gros, sans vraiment rentrer dans les détails, aujourd'hui on est en 2016 et c'est uniquement cette année, en mars, que j'ai reçu une convocation de la cour d'assises de Paris pour me dire qu'en fait le procès allait avoir lieu du 9 au 13 mai 2016 pour un viol qui a eu lieu le 3 février 2010. Donc j'étais déjà dans une mauvaise période à cause de problèmes de santé, à cause de problèmes personnels. J'étais pas bien. Et en fait, tout ça qui se rajoutait, j'ai craqué, j'ai fait une dépression. J'ai été mise sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. J'ai été mise aussi sous somnifères parce que j'arrivais plus à dormir, je faisais des cauchemars. Pareil, j'ai recommencé à faire des tentatives de suicide. J'étais pas bien. Je touchais le fond en fait parce que j'appréhendais de le revoir. J'appréhendais ce que les gens allaient dire. Parce que des jugements, j'en ai eu. Des gens qui disaient ah oui, c'est une pute. Ah mais c'est bien fait pour elle. Ah, celle qui l'a cherché. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, justement, c'est pour dire à ces personnes-là qui se permettent de juger des gens qui ont été victimes de viol, ou voilà, des victimes tout court, de se permettre de dire que si une fille se fait violer, c'est que c'est de sa faute. Je trouve
ça un peu gros quand même. Parce que je me dis, on est quand même en 2016, les mentalités ont évolué, le monde a évolué. On n'est plus en 1920 ou ce genre de choses. Donc déjà le fait de continuer à comparer la femme à un objet, c'est vraiment dégradant et je trouve ça petit. Et en plus de ça, le fait de dire que quelqu'un qui s'est fait violer, c'est de sa faute. En disant que oui, elle n'avait pas à s'habiller comme ça, elle n'avait pas à mettre une jupe, elle n'avait pas à mettre un short, elle n'avait pas à aller en boîte, voilà. Non, ce jour-là, je me suis fait violer, mais j'étais en pantalon. J'avais un jean, j'avais pas mis un short, j'avais pas mis une jupe, j'avais pas mis une robe, j'avais mis un jean. Ce jour-là, c'était en pleine journée, c'était pas la nuit, c'était pas en sortant de soirée. J'étais pas défoncée, j'avais pas bu, j'avais pas fumé, rien. C'était en pleine journée, il devait être quoi, 15h, 16h, en plein après-midi. Donc, je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui on puisse se permettre de dire aux victimes que c'est de leur faute. C'est comme si demain, on se fait agresser dans la rue, on se fait voler notre téléphone. Ah mais c'est de ta faute, t'avais pas qu'à avoir ce téléphone. Enfin, c'est paradoxal, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et à cause de tout ça, des femmes, des jeunes filles qui ont été victimes de la même chose que moi, se murent dans le silence, se taisent, ont peur d'en parler à leur famille, à leurs amis, à leur entourage, justement par cette peur d'être jugées. Et moi j'ai envie de leur dire non, n'ayez pas peur d'être jugées. Ces personnes autour de vous ne peuvent pas vous juger. Elles ne peuvent pas vous juger, elles peuvent encore moins vous comprendre. Parce que pour moi, les personnes qui peuvent me comprendre à l'heure actuelle, c'est celles qui ont été victimes de ce que j'ai vécu. Une personne qui n'a pas été victime d'un viol ne peut pas dire oui Noëlla je compatis, oui Noëlla je comprends. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui nous détruit de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous hante. C'est quelque chose en fait qui fera toujours partie de notre vie, qui sera toujours omniprésent quoi qu'on puisse faire. Se dire qu'on pourra peut-être recroiser la personne. Se dire qu'en fait toute notre vie, tout ce qu'on va bâtir à partir de maintenant, ça va être basé sur ça. Parce que tôt ou tard, il faudra en parler à la personne qui va partager notre vie. Il faudra qu'elle puisse accepter en fait notre passé. Et franchement, c'est pas évident. Donc, on peut pas se permettre de dire à quelqu'un oui, c'est de ta faute, ceci, cela, ou de blâmer la personne. Non. C'est ça, c'est quelque chose, faut que ça puisse s'arrêter. Il faut vraiment que ça puisse s'arrêter parce que c'est vraiment pas gérable. Et c'est ça qui fait qu'après, les personnes se suicident. Les personnes s'isolent. Les personnes tombent en dépression. C'est ce dont les gens ne prennent pas conscience. Souvent, les mots vont plus blesser que les actes. On va être victime de quelque chose, on va vouloir s'attendre à pas forcément de la compassion, pas non plus de la pitié. On n'est pas là pour être pris en pitié, mais on a besoin d'appui. On a besoin de personnes sur qui on puisse compter, de personnes qui vont nous épauler. Et Dieu merci, dans ma vie, dans mon entourage, j'ai ces personnes-là. Dieu merci, j'ai ma famille qui a été là pour moi. Dieu merci, j'ai des amis qui ont été là pour moi. J'ai même eu ma belle famille qui a été là pour moi. Donc pour vous dire que le soutien dans ces épreuves-là, c'est vraiment important. C'est une étape de la vie. C'est quelque chose que vraiment je ne souhaite à personne. Parce que c'est tout simplement pas humain en fait de vivre quelque chose comme ça. Mais malgré tout, j'encourage les personnes qui ont été victimes à en parler. J'encourage les personnes qui connaissent des personnes qui ont été victimes à en parler, à déposer plainte. Même si, dans mon cas, je me disais que la justice n'allait rien faire parce que je me suis dit pendant 6 ans, il était libre, il a fait sa vie. Au final, comme on dit, la roue tourne tôt ou tard. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et à l'heure actuelle, même si le procès n'a pas pu se faire parce que j'ai demandé un report par rapport à mes examens à l'école, je sais que le procès aura lieu et que j'obtiendrai justice. Même si j'aurais attendu toutes ces années, même si ça n'effacera pas le mal que j'ai, même si ça n'effacera pas toutes les mauvaises choses que je ressens, la manière dont je me perçois, ça me soulagera dans le sens où il a fait ça à moi mais il sera puni, donc
déjà ça enlève une personne en moins qui pourrait se donner le pouvoir de faire ça à quelqu'un d'autre. Et je pense que si on agit toutes comme ça, petit à petit, on pourra faire changer les choses. Vous allez peut-être dire que ma vision elle est utopique, que voilà, je me vengerai vers moi-même, mais non, pas du tout. C'est juste que j'ai la foi, j'ai l'espoir. L'espoir de me dire qu'un jour, la femme sera respectée. L'espoir de me dire qu'un jour, vous les hommes, certains hommes, je ne vais pas généraliser, vous allez considérer la fille avec qui vous allez être et que vous allez la respecter comme votre père respecte votre mère ou comme vous aimeriez qu'un mec de demain respecte votre soeur, votre cousine ou quelqu'un de votre famille. Comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La roue tourne. Faut pas se dire que voilà, je vais faire du mal à quelqu'un et je vais pas être punie ou je serai peut-être punie, mais une fois que voilà, faut pas se dire ça. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, les gens vont se responsabiliser, vont prendre conscience que voilà, le viol, c'est pas banal. Parce que c'est ça le problème, le viol, c'était banalisé. C'est limite, en fait, ça me choque. Parce que des fois, je vois des gens qui rigolent sur ça, mais toi, à force de t'habiller comme ça, tu vas te faire violer, des trucs comme ça. Des fois, j'entends ces choses, mais je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils disent. C'est... Parce que comme on va pas, il n'y a pas marqué violer sur mon front. On va pas se dire, ah, regarde, elle s'est fait violer. Et donc, on ne sait pas ce que chacun a vécu dans sa vie. Donc, des fois, faut être assez malin. Faut penser à ce qu'on dit. Il faut réfléchir avant de parler. Faut arrêter d'être dans le jugement constant de l'autre. Faut se focaliser sur sa vie, sur ses choix, sur son avenir à soi et pas sur la vie des autres. Parce qu'au final, les autres font leur vie. Ils se mêlent pas de la vôtre. Donc, pourquoi ne pas faire de même? Enfin, je sais pas. Toute cette ambiance, toute cette hypocrisie, toute cette macrélance, tout ça, ça mène nulle part. Ça mène nulle part parce que dans tous les cas, comme on dit, ce que tu fais, on te fera. Je dis pas que oui, ceux qui se sont fait violer, ça se rabattra sur leur sœur ou quoi que ce soit. Enfin, ceux qui ont violé, pardon. J'ai juste que tôt ou tard, ils vont le payer. Mais si, vous qui avez été victime comme moi, vous n'en parlez pas, dites-vous que ils pourront faire le même mal qu'ils vous ont fait à d'autres personnes. Et je pense pas que c'est ce que vous vouliez. Donc voilà. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis vraiment pas rentrée dans les détails parce que ça serait trop long. Je voulais juste qu'à travers cette vidéo, vous puissiez prendre conscience que le viol, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose qui doit être banalisé. C'est quelque chose qu'on devrait prendre plus au sérieux et que les victimes devraient avoir plus de soutien, je pense, de la part de l'État, mais aussi de la part de leur entourage, vraiment de la part de tout le monde. Parce qu'avoir été violé, c'est vraiment pas banal. C'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose qu'on oublie en claquant des doigts. C'est quelque chose avec lequel on vivra toute notre vie. Donc je pense que c'est vraiment important que tout le monde puisse être sensibilisé. Donc voilà. Si jamais certaines personnes ont des questions, si jamais certaines filles ou certaines femmes veulent me transmettre leurs témoignages, parler à quelqu'un de ce qui leur est arrivé, demander des conseils, savoir vers quelle structure juridique se tourner, comment faire, je serais vraiment ravie de les aider. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, je veux vraiment que vous voyez qu'à travers cette vidéo, j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé. Donc parlez-en, c'est vraiment important. C'est pas en restant muré dans le silence qu'on fera avancer les choses. Et je sais que même si ça met du temps, même si ça mettra du temps, petit à petit on pourra faire évoluer les choses. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère sincèrement que cette vidéo aura l'impact qu'elle doit avoir. Donc voilà.